à Dubaï en 1995. Un homme entre dans une très grande banque, la Dubai Islamic Bank. Il n'a pas d'armes, pas de complices, rien. Pourtant, quelques mois plus tard, il va repartir avec 242 millions de dollars. Et sa méthode est... c'est ça qui est incroyable. C'est la magie. Il a tout simplement promis au directeur qu'il pouvait doubler l'argent grâce à des djinns. Et ça a marché, c'est ça qui est fou. L'histoire de cet homme, Futanga Babani Sissoko, qu'on appelle Baba Sora, dépasse complètement la fiction. Carrément. Et pour cette analyse, on a épluché pas mal de sources, surtout des retranscriptions de documentaires, d'enquêtes qui ont essayé de retracer son parcours. Oui, depuis son petit village au Mali jusqu'aux tribunaux américains. C'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer le comment. Comment ce type, qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire, a pu monter une arnaque aussi audacieuse. C'est une des plus grandes du XXe siècle. Absolument. Et on va voir que c'est bien plus qu'une escroquerie. C'est une leçon magistrale de psychologie humaine. Alors pour comprendre le personnage, il faut commencer par le tout début, sa naissance. Parce que sa légende, elle commence là. Déjà. Il naît en 1945, à Dabia, un village au Mali. Et la légende raconte que le jour de sa naissance, toutes les cases du village ont pris feu. Spontanément. Sans aucune explication. Aucune. Et les anciens du village auraient dit « celui-ci est venu avec le feu ». C'est un début de super-héros, quoi. Ou de super-vilain. C'est fondamental parce qu'avant même de faire quoi que ce soit, il est déjà entouré d'une aura surnaturelle. Il n'est pas un enfant comme les autres. Voilà, c'est un présage. Et cette histoire, qu'elle soit vraie ou non, c'est la première pierre de son mythe. Et il va cultiver ça. Il ne va pas à l'école, par exemple. Il passe tout son temps sur les marchés. C'est là qu'il apprend tout. C'est sa salle de classe. Il a cette phrase incroyable. Plus tard, il dira « Je suis né avec une encyclopédie dans la tête ». Il n'apprend pas à lire les livres, mais il apprend à lire les gens. Et pour ce qu'il va faire de sa vie, c'est sans doute beaucoup plus efficace. Son analphabétisme, en fait, c'est pas un défaut. Ça surdéveloppe ses autres sens. L'observation, l'intuition. Exactement. C'est une sorte de scanner social ultra performant. Il apprend à déceler en un clin d'œil les désirs, les peurs et surtout la crédulité des gens. C'est ça, sa véritable éducation. Le premier vrai tournant, c'est dans les années 70. La légende dit qu'il aurait trouvé un diamant brut. Ah, le diamant. Les versions changent, hein. Une vision l'aurait guidé, il l'aurait trouvé en creusant. Peu importe, le résultat est le même. Il disparaît quelques semaines et il revient, transformé. Changement de look radical. Fini les haillons. Il a des vêtements neufs, une montre, il a changé de statut. Et ça, c'est le deuxième acte de la construction du mythe. Après la naissance mystique, on a la fortune tombée du ciel. Ça renforce l'idée qu'il ne joue pas avec les mêmes règles que nous. L'argent ne vient pas du travail, mais du destin. C'est ça. Et ce premier capital, il va s'en servir pour s'entraîner en quelque sorte. Oui, il commence à voyager. Afrique de l'Ouest, puis l'Inde. Il vend des trucs assez banals, du café, des tissus, de l'artisanat. Sauf qu'avec lui, ce n'est jamais banal. Jamais. Un simple tissu, ça devient un talisman qui protège du mauvais œil. Son café vient d'une plantation bénie par un ancêtre. En fait, il ne vend pas des objets, il vend de l'espoir, du mystère. Il est en train de créer sa marque. Et sa marque, c'est lui. Chaque transaction n'est pas commerciale, elle est spirituelle. C'est là qu'il perfectionne son art. Lier le matériel au désir d'immatériel. Il comprend que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour une promesse que pour un objet. Et ça prend une autre ampleur dans les années 80, au Gabon. Libreville, à l'époque, c'est une plaque tournante du pouvoir, de l'argent. Et il réussit à s'introduire dans les cercles très fermés du président Omar Bongo. Et là, sa fortune explose. On ne sait pas vraiment comment. Trafic de pierres précieuses, service politique. Peut-être. Mais une troisième rumeur commence à enfler, beaucoup plus forte que les autres. La magie. Exactement. Et si tout cet argent venait de la magie? C'est un coup de génie. Il n'affirme rien, mais il ne dément rien. Il laisse les gens parler. Le doute est bien plus puissant qu'une certitude. Il devient cet homme dont la fortune n'a pas d'explication logique, rationnelle. Et avec cet argent, il se sculpte une image de bienfaiteur. Il finance des mosquées, paye des opérations, offre des billets pour la Mecque, et il s'entoure de griots. Ah, les griots, c'est très important de comprendre leur rôle. Ce ne sont pas juste des musiciens. En Afrique de l'Ouest, ce sont les gardiens de la mémoire, les historiens oraux. Oui, c'est une institution. Quand un griot chante vos louanges, ce n'est pas de la pub. Il vous inscrit dans l'histoire, dans la légende.
Chaque don que Sissoko fait est un investissement dans sa propre mythologie. C'est exactement ça. À la fin des années 80, il n'est plus un homme d'affaires. C'est un roi, un sage, un magicien. Et c'est avec ce statut qu'il arrive à Dubaï en août 1995. Pour son chef-d'œuvre. Voilà. Alors ce coup à Dubaï, ce qui est dingue, c'est sa porte d'entrée. Il ne débarque pas en disant « j'ai un projet à 200 millions ». Non, c'est beaucoup plus subtil. Il demande un simple prêt automobile, juste pour avoir un prétexte pour rencontrer le directeur des opérations de la banque, un certain Mohamed Ayoub. Il obtient le prêt, bien sûr. Sans problème, et quelques jours après, il invite Ayoub à dîner. Et là, entre la poire et le fromage, il lui lâche son secret. Il lui explique qu'il peut communiquer avec des djinns, qui peuvent multiplier l'argent. Et le choix du mot djinn est crucial. Il ne choisit pas ce terme au hasard. Non, bien sûr. Il s'adresse à un banquier à Dubaï dans la banque islamique. Dans la culture musulmane, les djinns sont des créatures bien réelles, invisibles, puissantes. Ce n'est pas un conte de fées pour Ayoub, ça puise dans son référentiel culturel et religieux. Tout à fait. Il lui parle d'une réalité alternative qui est plausible dans son système de croyances. Et il le met au défi. Apporte de l'argent et je te montre. Et Ayoub, piqué par la curiosité, et l'appât du gain évidemment, Il y va, il se présente avec une somme d'argent. Sissoko l'emmène dans une pièce spéciale, une sorte de sanctuaire. Il y a de la fumée, de l'encens, des bruits bizarres. Une mise en scène totale. il le sort de son environnement, il le sort de la banque aseptisée pour le plonger dans un univers sensoriel qui déstabilise complètement le cerveau rationnel. Et là, le piège se referme. D'un coup, un complice sort de la pièce en hurlant En criant qu'un djinn l'a attaqué, « C'est la panique ». Sissoko ordonne à Ayoub de laisser l'argent et de sortir tout de suite pour ne pas offenser l'esprit. Ayoub obéit, terrorisé. bien sûr. Quand il revient quelques instants plus tard, la somme a doublé. C'est une attaque ciblée sur le cerveau reptilien. La fumée, les cris, tout ça est fait pour déclencher une réponse de stress intense, le fameux « fuite ou combat ». Et dans cet état, la partie logique du cerveau, le cortex préfrontal, est sur pause. Il ne réfléchit plus. Il ne réfléchit plus, il réagit. Il ne l'a pas convaincu avec des arguments, il l'a court-circuité avec la peur. À ce moment-là, Ayoub y croit, dur comme fer. Et il y croit tellement que, entre 1995 et 1996, ce Mohamed Ayoub va faire 183 virements depuis la banque vers les comptes de Sissoko. 183. Pour un total de 242 millions de dollars. Il est persuadé que chaque dollar envoyé reviendra au double. Et la preuve ultime que c'est une victime et pas un complice, c'est que l'enquête a montré qu'il ne s'est pas enrichi d'un seul centime. Il pensait vraiment faire une opération magique pour enrichir la banque. L'avocat qui a enquêté sur l'affaire a dit qu'il était envoûté. C'est le mot juste. Alors avec ces 242 millions, Sissoko change de dimension. Il s'installe à Miami. Et là, il doit blanchir l'argent. Et il change de méthode, c'est ça qui est fascinant. Complètement. Fini la magie tribale. Il passe en mode séduction à l'américaine. Il rencontre une conseillère de la Citibank, la séduit et finit par l'épouser. Quelle capacité d'adaptation, hein. Il comprend qu'aux États-Unis, les djinns, ça ne va pas marcher. Le vrai pouvoir là-bas, c'est l'accès au système financier. Donc il change de masque. Oui, il ne manipule plus avec la peur du surnaturel, mais avec la promesse d'amour et de luxe. La technique de fond est la même. Trouver la bonne personne, identifier sa faille et l'exploiter. Grâce à elle, il ouvre des comptes VIP, il fait des allers-retours avec des valises de cash. Il blanchit plus de 100 millions. Mais il n'oublie pas son image au Mali. Il lance un projet fou. Sa propre compagnie aérienne, Air Dabia. Ah, Air Dabia. Il achète 2 vieux Boeing 727. Et ce qui est génial avec Air Dabia, c'est que cette compagnie n'a jamais vendu un seul billet, jamais transporté un seul passager payant. Jamais. C'était un accessoire, l'ultime jouet de milliardaire, un théâtre volant pour entretenir sa légende d'enfant du pays devenu mania. Mais cette folie des grandeurs finit par le rattraper. Il est arrêté à Genève en septembre 98. Mais pas pour l'affaire de Dubaï. Non, personne n'est encore au courant. Il est arrêté pour avoir essayé d'acheter illégalement des hélicoptères de guerre et d'avoir soudoyé un agent des douanes. C'est souvent comme ça, l'hubris, le sentiment d'être intouchable, ça rend négligent. Al Capone est bien tombé pour fraude fiscale. Il est extradé aux États-Unis. Et là, son procès, c'est encore une autre dimension. C'est surréaliste. Racontez-nous. Il engage une armée d'avocats, dont un ancien sénateur. Et au moment de fixer la caution, la défense prend tout le monde de court.
Ils proposent eux-mêmes une caution de 20 millions de dollars. 20 millions En cash. en cash. C'est ça le détail qui tue. Hugues est tellement abasourdi qu'il accepte et Baba Sora sort du tribunal libre. C'est une démonstration de force. Il transforme une procédure judiciaire en transaction commerciale. Le message, c'est « Vos règles ne s'appliquent pas à moi, je peux acheter ma liberté ». Il gagne la guerre psychologique avant même le début du procès. Et une fois libre à Miami, il pourrait se faire discret. Mais non. Il fait tout le contraire. Il se lance dans une opération de communication de génie. Il comprend que le vrai tribunal, c'est celui de l'opinion publique. C'est ça. Il se met à distribuer son argent. Des millions. Dans les communautés défavorisées, surtout les quartiers afro-américains de Miami. Il arrose les églises, les écoles. Il n'achète pas l'opinion, il achète des témoins de moralité. Il y a des scènes folles. Un témoin raconte l'avoir vu débarquer à la répétition d'une fanfare d'école et leur donner 300 000 $, comme ça, en liquide. Il se forge une image de Robin des Bois africain. C'est d'un cynisme brillant. Le jour de son procès, quel jury osera condamner lourdement l'homme qui a sauvé l'église du quartier? Ce n'est pas de la charité, c'est de la stratégie judiciaire. Et la preuve? C'est le coup de théâtre du procès, le 17 mars 99. Contre l'avis de ses avocats, Sissoko plaide coupable. Il tue le combat, c'est la formule d'un de ses avocats. Résultat, 43 jours de prison et une amende. C'est tout. En plaidant coupable, il a évité un long procès public qui aurait pu révéler des choses très gênantes sur ses complices, sur les failles du système bancaire. Son silence lui a acheté une peine dérisoire. Une simple transaction. Il fait ses quelques semaines de prison et en novembre 99, il prend un avion pour Bamako. Et il est accueilli en héros. Non, héros national, l'homme qui a défié le système américain et qui est revenu libre et riche. Sa légende est complète. Ce n'est plus seulement le magicien, c'est le guerrier qui a vaincu l'Occident. Il se retire dans son village, Dabia, transformé en forteresse dorée, mais il lui reste un dernier coup de maître. Pour s'assurer la tranquillité. En 2002, il se fait d'élire député, ce qui lui donne une immunité parlementaire pour les 12 années suivantes. Et voilà, la boucle est bouclée. Il devient légalement intouchable. Toutes les demandes d'extradition, notamment du Dubaï, qui s'est enfin rendu compte du trou, Un peu tard. se heurtent à son immunité. Il a transformé son mythe en protection légale. Il est mort le 28 mars 2021, à 79 ans, en emportant tous ses secrets. La phrase qu'il résume le mieux, je trouve, c'est « Arnaqueur pour certains, bienfaiteur pour d'autres, mais légende pour tous ». Finalement, si on résume, ce n'était pas un magicien, c'était un psychologue hors pair. Il a compris le pouvoir des histoires. Il a compris que les gens ne croient pas aux faits. Ils croient aux récits qui leur offrent un peu de rêve. Du banquier de Dubaï qui voulait croire à l'argent magique, aux habitants de Miami qui voyaient en lui un sauveur. Tout le monde voulait croire en son histoire. Son parcours montre à quel point une légende personnelle bien construite peut devenir plus puissante que la réalité, plus solide que la loi. Il a vendu une fiction, mais les gens ont payé très cher pour y croire. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cet argent volé, il l'a utilisé pour aider des milliers de gens, reconstruire son village, aider les démunis. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que ça change notre jugement moral? Un Robin des Bois, au fond, ça reste un voleur, non?